Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Monsieur Ngari Faye, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale, ancien inspecteur d'académie. Merci Monsieur Faye d'être venu. Bonjour, merci bien Binta. Nous recevons également Monsieur Souleymane Gomis, professeur de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Monsieur Gomis d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta. L'excellence a été célébrée cette semaine pratiquement, professeur ou monsieur Ngari Faye. Ce sont les mêmes écoles apparemment qui reviennent chaque année, le Prytanée, l'école d'excellence Mariama Ba. Quel est votre avis par rapport à cette excellence qui a été célébrée et pourquoi pratiquement ce sont les mêmes écoles qui reviennent chaque année? Bien, bonjour Binta. Pour ma part aussi d'abord féliciter les élèves qui ont été honorés de par leur travail estimé excellent et qui ont prouvé par les prix offerts que le concours général traduit aussi des performances que révèle l'examen national qui est le baccalauréat. Pratiquement, tous les élèves qui ont été primés au concours général ont des mentions entre bien et très bien pour la plupart. Donc, c'est des élèves qui sont excellents. L'excellent, maintenant, localisé dans des structures plus ou moins géographiques délimitées, à savoir pour l'essentiel le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, la maison d'éducation Mariama Ba, le Prytanée militaire, mais au-delà de ces établissements, il convient de noter, pour s'en féliciter, l'excellent travail, les belles performances du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. C'est un indicateur extrêmement important pour dire que sans avoir les mêmes conditions d'accès, nous avons pu travailler et avoir des élèves qui se sont distingués au concours général. Donc la problématique aussi peut être élargie à ce niveau comme introduction. Oui. Alors, professeur, comment ça s'appelle, Souleymane Gomis, excusez-moi. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que chaque année, ce sont les mêmes qui sont primés, alors que cette année, le français n'a pas été primé. L'année dernière, c'était la philosophie, alors que ces deux comment ça s'appelle, ces deux matières sont les supports même de la langue de travail. Est-ce que c'est pas un peu bizarre par rapport à tout ça? Merci Binta. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de féliciter les lauréats du concours général et de féliciter l'ensemble des enseignants des établissements secondaires du Sénégal pour le travail battu et dire aux lauréats qu'ils font la fierté de tout le corps professoral et également ces lauréats constituent pour la nation sénégalaise une très grande chance parce que ça ouvre de très grandes perspectives dans le domaine de la science. Pour en venir à votre question, il est évident que la langue française est le support de toutes ces matières que vous venez d'énumérer, que ce soit les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et autres. Il faut d'abord bien comprendre les énoncés en français pour pouvoir être brillant dans toutes ces matières. Alors, pourquoi cette année nous n'avons pas eu de lauréat dans la langue française? Je dirais peut-être qu'il doit y avoir plusieurs facteurs explicatifs. Mais on ne peut pas pour l'instant avancer un facteur. Considérons tout simplement que, comme dans toutes les autres matières, il arrive des années où une matière est peut-être moins bien prisée que d'autres en termes de concours général. Mais dans l'ensemble, l'école sénégalaise a montré encore une fois de plus ses performances.
Alors, derrière cette excellence, Ngari Faye se cache de façon très inquiétante d'abord, d'ailleurs, la baisse du niveau des élèves. Et l'exemple qu'on peut citer, c'est les résultats obtenus globalement au baccalauréat, 37%, la moyenne nationale. Est-ce que, et contrairement à l'année dernière, on avait 35%, nous sommes toujours dans une tendance vraiment où nous ne sommes pas au niveau atteint la moyenne. Qu'est-ce qui se passe, cette baisse de niveau? Qu'est-ce qui l'explique? Bien. En réalité, au-delà du bac, cette question peut s'appliquer au système tout entier, au CFE, au BFM et au bac. Pour dire que, pour l'essentiel, l'efficacité du système se mesure à cela. Un système, il est efficace lorsque la proportion d'élèves qui atteint la moyenne est très appréciable. Et le niveau d'élèves qui ne comprend pas, qui ne réussit pas, peut être chaque jour, chaque année, année après année, réduit à sa plus simple expression. Nous, on n'arrive pas à le réaliser. Dans beaucoup de scores d'examen, la moyenne nationale, au-delà, particulièrement parfois dans des limites assez réduites au CFE et au BFM, oui, on n'arrive pas à avoir des seuils de performance élevés. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà de ce constat, nous nous comportons tous comme ça, c'était la norme. De tels constats que nous déplorons depuis des années ne font pas l'attention, ne méritent pas des débats, ne font pas l'objet de préoccupations des leaders d'opinion, des hommes de presse, des hommes politiques. Année après année, tout se passe comme si, quand on aura délibéré. Pour les hommes de presse, c'est pourquoi on a convoqué ce Vous voyez, quand débat. on a délibéré, oui. Le tout retombe à l'eau. On ne s'arrête pas pour faire le diagnostic. On ne s'arrête pas pour dire qu'il y a des dispositifs, des stratégies, des mécanismes à mettre en œuvre pour pouvoir prendre à bras le corps cette situation et l'inverser. Et pour moi, comme vous le dites, c'est une très bonne chose d'avoir, à cette période de l'année, pendant la période où tout le monde s'apprête à affronter une nouvelle année, de poser ce débat. Je crois qu'il devait être le débat des vacances. Oui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, professeur Gomis, que l'on ne puisse pas atteindre un seuil de performance adéquat? Je m'inscris totalement dans le propos de mon collègue M. Faye. Je pense que l'heure a sonné pour que les acteurs du système éducatif se retrouvent ensemble pour faire le bilan de ce qui a été réalisé. Il est vrai que plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse de la performance ou la baisse de niveau, comme on l'appelle très souvent dans les classes. Mais tant que les acteurs du système ne fassent pas ensemble une évaluation globale du fonctionnement du système éducatif, le problème va toujours demeurer. Alors, il est important également de dire que quand on parle d'acteurs, c'est d'abord l'État du Sénégal au premier plan. Ensuite viennent les enseignants, les parents d'élèves, les syndicats et les partenaires techniques et financiers. Donc, à côté de cela, des experts aussi de l'éducation. Parce que, tout simplement, l'État investit énormément d'argent dans le système éducatif. 40% du budget national, c'est ce qui est dit. L'argent du contribuable sénégalais est investi vraiment dans le système éducatif. Et on n'atteint pas les résultats attendus, escomptés. Alors, on ne peut pas ne pas en parler. Oui. C'est quand même inadmissible pour un citoyen sénégalais de voir que son argent est injecté dans un secteur et qu'on fait comme si de rien n'était à la fin des examens. Voilà, on dit
ceux-là ont échoué, ceux-là sont admis, ceux-là sont appelés à redoubler et ceux-là sont des oubliés du système. C'est inadmissible. Je pense que l'État est interpellé au premier plan de convoquer des assises à ce niveau d'évaluation de l'enseignement du primaire jusqu'au secondaire en passant par le moyen. Oui. Alors, en tout cas, le Ngari Faye, le président de la République, a lui-même reconnu cette baisse de niveau des élèves. Mais quelque part dans la presse, j'ai eu à relever quelques remarques du syndicaliste Dambot, secrétaire général du QSEMS Authentique. Il dit que le président n'a pas à s'émouvoir parce que depuis 2012, je le cite, aucun changement majeur n'a été apporté dans le système éducatif. Le syndicaliste ajoute que les recommandations issues des assises de l'éducation n'ont pas été appliquées. Ngari Faye, est-ce qu'il a raison? Bien, vous savez qu'en termes d'analyse, chacun a sa perspective. Et de par sa position, chacun a une vision. Mais il faut le dire, pour s'en féliciter, et comme l'a dit aussi mon collègue Gomis, l'État quand même, il faut le dire, fait beaucoup. Parce que l'efficience d'un système, est-ce que la question fondamentale peut être résumée à dire est-ce que nous sommes efficients? C'est-à-dire, est-ce que les moyens mobilisés par l'État, par les parents d'élèves, par les partenaires au développement, est-ce que tous ces moyens se traduisent en résultats scolaires? Ce qui traduit le niveau de satisfaction ou de non-satisfaction des personnels pour lesquels ce service est rendu. Mais vous savez que pour l'essentiel, chaque fois qu'on est en fin d'année, la même question revient. Et beaucoup de choses ont changé dans le système, il faut le dire. Parce qu'en termes d'accès, il y a quand on était élève, les lycées étaient des lycées qui ne couvraient même pas encore les régions. Mais aujourd'hui, il y a des établissements dans les régions, dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements et même dans les gros villages. Ça, c'est extrêmement important. Le nombre d'enseignants a progressé de manière significative. Notre TBS a connu un accroissement important. Ça, personne ne peut le nier. Donc, des choses ont été faites. Mais le problème fondamental, c'est que est-ce qu'il y a cette relation synthétique entre progression d'un système et résultats obtenus? Je crois que c'est la question, comme vous le dites, de la qualité ici qui se pose. Exact. Mais en termes d'accès, en termes de gouvernance, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, qu'on a obtenues et les scores sont importants. Mais quand on va en termes de promotion interne, en termes de taux de redoublement, en termes de taux d'abandon et surtout de réussite aux examens, c'est ça où le vrai problème se pose. Et ce problème, ce qui est peut-être la question fondamentale, c'est qu'il se pose depuis longtemps. Pourquoi? Et tout le monde le constate. Donc pour moi, la question aujourd'hui n'est plus de constater le bilan, on le partage, mais c'est de dire aujourd'hui maintenant comment trouver solution à cette situation. Absolument. Oui. Alors, est-ce que vous êtes en phase avec le syndicaliste professeur Gomis? Est-ce que cela veut dire que les recommandations qui ont été issues des assises de 2012 sont toujours restées en l'état et que rien n'a été fait de façon concrète pour parler d'efficience? Alors, Binta, je pense que je suis très bien placé pour parler de cette question parce qu'en 2012, j'étais l'expert du ministère de l'Éducation nationale sur la question donc, de l'impact des conflits sociaux dans le système éducatif au Sénégal. Donc, j'ai enquêté pratiquement tous les syndicats de l'élémentaire au secondaire en passant par le moyen. À l'époque, il y avait 53 syndicats enregistrés au Sénégal. Je peux aujourd'hui parler des recommandations qui ont été faites à l'hôtel lors des restitutions. J'avais demandé d'abord aux syndicats de recomposer la famille syndicale en la limitant à un nombre acceptable par les autorités, ne serait-ce que pour favoriser les discussions. On ne peut pas discuter avec une cinquantaine de syndicats sur une même question. Absolument. Alors, j'avais également recommandé aux autorités étatiques, aux partenaires techniques et financiers et aux syndicats de ne s'engager que sur des questions
dont la réalisation est possible et de ne jamais prendre des engagements qu'on ne respectera pas. C'est-à-dire, dans le protocole, il faut poser les problèmes avec une échéance de réalisation possible. Alors, il est vrai que certaines questions sont des questions sur le long terme. Il y a des questions sur le moyen terme. Alors, l'État fait avec ses moyens de bord. C'est avec l'argent du contribuable. Il ne faut pas oublier ça. Donc, l'État fait avec l'argent du contribuable. Ce que dit le syndicaliste peut bien se justifier. Si on leur promet, par exemple, des augmentations de 10 000 francs ou de 5 000 francs sur une période bien précise et que cela ne se réalise pas, ça veut dire que l'État peut-être n'a pas respecté ses engagements. Je n'ai aucune certitude puisque j'ai aucun document sous les yeux aujourd'hui pour le prouver. Alors, maintenant, pour en revenir à cela, je voudrais tout simplement dire, il y a quand même une chose. L'école sénégalaise, de tout le temps, c'est ce que l'on appelle la crise, pour moi, n'en est pas une du tout. C'est plutôt un questionnement permanent sur comment rendre performant notre système. Parce qu'aucun système éducatif ne peut rester dans une stabilité totale. Cela veut dire qu'il ne progresse pas du tout. Tout à l'heure, j'ai entendu les 37% au baccalauréat. Mais ça, quand même, ça peut aussi faire notre fierté. Il ne faudrait pas que les gens croient toujours que parce que c'est 37%. Mais tout à l'heure, il vous a parlé donc de l'augmentation des effectifs. Il vous a parlé donc de l'augmentation du taux de recrutement des enseignants. Il vous a parlé de l'augmentation du taux brut de scolarisation, le TBS. Mais vous savez, il y avait d'abord la politique d'accès à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui allait à l'école. L'école était très sélective au départ. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école, pratiquement. Tout le monde va à l'école. Et ça, il faut que l'État dispose des moyens d'envoyer tout le monde à l'école. Et n'oubliez pas que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans au Sénégal. Et l'État doit disposer également des moyens pour scolariser tous les enfants de 6 à 16 ans. Alors ça, c'est quand même une charge très lourde. Et après l'accès, il y a ce qu'on appelle la gestion des effectifs dans les classes. Il y a ce qu'on appelle la politique de construction des infrastructures scolaires, la politique d'achat de la didactique, etc. Donc, il y a quand même des efforts qui se font. Si aujourd'hui, nous arrivons à gérer déjà tout cela, il faudrait qu'on ne baisse pas les bras, qu'on aille vers la quête de la qualité. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure, M. Faye, c'est-à-dire le vrai débat se pose à ce niveau. Il ne faudrait plus que les gens se limitent au constat de dire il y a beaucoup d'ajournés, il y a beaucoup de gens qui sont exclus, il y a beaucoup d'abandon. Non, tout le monde l'a constaté déjà. Il faut qu'on aille dans le sens de comment résoudre ce problème en trouvant la meilleure façon de gérer notre système scolaire. Oui, vous l'avez dit, il faut aller vers la quête de la qualité. Ngari Faye, je pense que c'est important. Il tient également, depuis tout à l'heure, à dire que c'est l'argent du contribuable qui est injecté dans le secteur de l'éducation, 40% du budget national. C'est quand même pas non négligeable. Même au-delà de cela, c'est qu'il faut le dire. L'éducation, c'est une affaire qui nous concerne tous. Oui. Au-delà de ces efforts matériels, il y a aussi des efforts non matériels. Quand je parle d'effort matériel, c'est l'effort important. Le Sénégal fait partie des meilleurs pays qui investissent dans l'éducation. Malheureusement, en termes de résultats qualitatifs, on ne sent pas encore, vous voyez, l'atteinte des résultats attendus. On n'est pas encore arrivé à le satisfaire. Ça, c'est un élément important. Mais, au-delà de l'État, il y a les familles qui investissent beaucoup pour l'éducation de leurs enfants. Absolument. Il y a les partenaires techniques et financiers. Ça, c'est extrêmement important comme apport, vous voyez, à l'effort d'éducation et qui nous a permis, comme vous le disiez tantôt en termes de recommandation des assises, il y a une décision présidentielle, la première qui portait sur, vous voyez, l'orientation du maximum d'élèves dans les disciplines scientifiques. Et comme résultat de mise en œuvre, il y a effectivement des choses qui sont faites. Pratiquement dans toutes les régions, on a mis aujourd'hui des blocs scientifiques et techniques pour promouvoir l'enseignement des sciences. Là où il y en avait, on a doublé.
il y a le lycée d'excellence de Diourbel. Mais il y a des stratégies internes de promotion des disciplines scientifiques au quotidien que nous vivons. Avec aussi l'équité, il y a la question du franco-arabe. Des dispositions extrêmement importantes ont été prises. Vous voyez, des cadres législatifs mis à jour. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a la question qui est centrale aujourd'hui. C'est l'articulation qui est aussi une des décisions importantes des assises. L'articulation entre l'enseignement général et la formation professionnelle. Qui pourrait, dans une certaine mesure, si cette dynamique a été bien orientée, nous faire progresser en termes de performance qualitative. Parce que, si vous le constatez, quand vous faites la typologie des performances au baccalauréat, mais les séries scientifiques se comportent très bien. Il y a des scores de 100%, 80%, 67%. En S1, c'est presque 100%. En S2, c'est au minimum 68% de réussite. Mais là où on a des problèmes, c'est en L. En L, dans les séries scientifiques. Et là aussi, une analyse approfondie devrait nous permettre de dire, mais qui est en L? Pour l'essentiel, c'est des élèves qui ne peuvent pas être orientés ni en S1 ni en S2. C'est eux qui restent. Mais est-ce que ces profils sont tous des profils de L1, L2 ou L'? Du tout. Parfois, il y a des gens qui attendaient à être orientés dans des formations professionnalisantes. On n'a pas pu le faire. On a laissé tout ce nombre d'élèves, vous voyez, en L. Et ceux qui ont C'est une façon de sacrifier les élèves. Vous voyez, pas sacrifier, mais quand même de prédire leur échec. Oui. Et c'est tout cela, à mon avis, qui a gonflé le nombre d'échecs dans les disciplines littéraires parce qu'on n'a pas ouvert une troisième option. Et pourtant, c'est ce que le président de la République a demandé. Il a dit qu'au moins 30% de nos élèves, qu'on les oriente vers le professionnel. Les structures professionnalisantes. Oui. Et je crois que c'est ce changement de mentalité que nous devions aujourd'hui porter. Voyez, sensibiliser les gens. Parce que psychologiquement, beaucoup de gens pensent que si on va en formation professionnelle, c'est parce qu'on n'est pas compétent pour l'enseignement général. Or, la dynamique actuelle du monde ne concorde plus avec cette représentation. Alors, Souleymane Gomis, un rapport de la COSIDEP que nous avons également parcouru explique l'échec scolaire par le manque de matériel pédagogique, le niveau de compétence des enseignants et même l'inertie des parents. Oui, je voudrais tout d'abord dire il faut souligner la force de notre école. Il ne faudrait pas voir que le côté négatif de l'école d'abord. L'école sénégalaise, je l'ai même mentionné dans un de mes articles, a formé quand même des étoiles un peu partout dans le monde. Absolument, nous reviendrons sur l'école publique. Il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui qui brillent à l'international. Oui. Quand vous prenez le professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est quand même des produits de l'école sénégalaise. Le président de la République. Le président de la République est un produit de notre école. Donc il ne faudrait pas qu'on revoie que le côté sombre de notre école. Absolument. Ça aussi, il faut éviter ça. Aujourd'hui, vous avez, dans le domaine de l'économie, des sciences de la nature, etc., la littérature, pareil. Donc, je voudrais tout simplement dire, pour ce qui est de la constatation, donc, ou de la remarque de la COSIDEP, les formateurs sont très bien formés, en tout cas en ce qui concerne l'école publique sénégalaise. Nous avons une école normale transformée aujourd'hui en faculté, qui fait un excellent travail en matière de formation des formateurs d'élèves dans les collèges et lycées. Ça, il faut le reconnaître et féliciter quand même le travail de nos collègues de la FASTEF. Donc, nous avons une très solide formation des formateurs au niveau de l'enseignement. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'école sénégalaise. La formation des formateurs est consistante, elle est très solide. Deuxièmement, il faut féliciter les parents d'élèves au Sénégal. Il faut, Binta, vous êtes parents comme moi, et nous savons tous que les parents investissent sans compter dans la scolarisation de leurs enfants. Non seulement en termes d'achat du matériel, mais en termes même d'accompagnement du système. Les parents mettent énormément d'argent en dehors de ce que l'État fait
au niveau donc de l'école sénégalaise. Donc pour cela, au passage, il faut féliciter les parents d'élèves pour le travail, non seulement d'investissement financier, mais d'investissement physique dans la bonne marche de notre système. Alors, je voudrais simplement dire également que cela n'exclut pas que notre système présente des faiblesses, et que je vais énumérer quelques-unes. Par exemple, il y a une des faiblesses qui est importante à souligner, c'est la mise en place des politiques éducatives au Sénégal, en termes de programmes, mais en termes également de finances, et en termes de finalités recherchées. Il se trouve que notre pays ne dispose pas de liberté totale en la matière. C'est-à-dire, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le système éducatif sénégalais, quelquefois influencent sur l'orientation à donner à la politique éducative de l'État. Et ça, c'est une faiblesse, à mon avis, qu'il faut souligner. Il ne faut pas avoir honte de le dire. L'autre faiblesse, ça se trouve au niveau, à mon avis, infrastructurel. C'est-à-dire, les infrastructures ne suivent pas l'évolution des effectifs. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui autant d'élèves, parce que la démographie est galopante, et avoir moins de salles de classe. Ce qui fait que dans les salles de classe, vous allez trouver un enseignant qui se retrouve avec 70 à 80 élèves, parce qu'il n'y a pas d'autres salles de classe. Ça, c'est une faiblesse. La troisième, ça se trouve même au niveau donc du corps enseignant, du personnel. Le personnel enseignant, malgré que l'État a fait des efforts, mais ces efforts demeurent insuffisants à mon avis, parce qu'il faut augmenter au fur et à mesure que la population se développe. Il y a très peu d'enseignants par rapport au nombre d'élèves que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est une faiblesse. Je voudrais, sur le plan psychologique, dire aussi, c'est une faiblesse, mais qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire, l'école sénégalaise présente cette faiblesse. Le fait que, tout simplement, la population sénégalaise demeure consommatrice de l'école. Elle n'a pas réussi à s'en approprier. C'est-à-dire, l'école est instrumentalisée jusqu'à présent. Par qui? Par les populations sénégalaises. Elle est considérée comme un outil, un ascenseur, donc un instrument qu'il faut utiliser pour accéder à d'autres sphères. Or, il ne faut pas considérer l'école comme un instrument. Psychologiquement, il faut s'en approprier. Il faut en faire quelque chose qui nous appartient totalement. Autrement, on va s'en servir comme tous les outils. Une fois que c'est usé, on jette. Ça, c'est mauvais. Alors, Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui donc M. Ngari Faye, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale, ancien inspecteur d'académie. Nous recevons également M. Souleymane Gomis, professeur de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, Ngari Faye, quand la COSYDEP relève le niveau de compétence des enseignants, je pense que c'est assez grave pour s'y attarder un peu. Est-ce que ceux qui prétendent former les élèves sont bien formés? Bon, peut-être que ceux qui forment font leur travail et ils le font bien, comme l'a dit le professeur Gomis. Il faut comprendre aussi les contextes. Oui. Il a dit tantôt que notre pays ayant souscrit à des conventions internationales est obligé de respecter les conventions internationales. Depuis les années 80, il y a des décisions qui se prennent au niveau international. Et l'une des premières décisions sur cet aspect de l'éducation, c'est que l'éducation est un élément de développement. Sans éducation, pas de développement. Absolument. Donc, la recommandation qui avait été prise, vous voyez, à la conférence de Jomsiel, c'était de dire que l'éducation pour tous, que les pays ont pour obligation d'assurer une éducation pour tous à leurs citoyens. C'est l'EPT. Et au-delà, à partir de cette conférence, le Sénégal a adopté un document de politique, c'est le PDF. Mais il a mis l'accent sur l'accès, élargissement de l'accès pour pouvoir relever le TBS. Quand on a créé des classes, il faut des enseignants. Il faut recruter. Et ça justifierait dans certaines mesures ce recrutement massif d'enseignants qui, pour l'essentiel, au démarrage, n'avaient pas une bonne formation. Mais, chemin faisant, on a mis en place des politiques de formation continue. Tant bien que mal, il y a un élément quand même qui est déterminant, c'est que l'enseignant est le facteur important
sinon primordial de la qualité. Mais il faut que l'enseignant soit un enseignant engagé, qui va se former par lui-même, mais aussi en sus des efforts de l'État. Si aujourd'hui, on constate que pour l'essentiel, on a des enseignants en situation de difficulté, il faut aussi penser le problème autrement. Notre système éducatif, il est un peu perméable aux réformes. Nous connaissons beaucoup de réformes. Oui. Hein? Oui. Vous voyez. Et ça fait que parfois, les gens sont dans une situation de tourmente. Une réforme pendant quelques années, 5 ans, 6 ans après, c'est une autre réforme. Donc tout cela crée des situations qui mettent mal à l'aise des enseignants qui n'étaient pas préparés à tout cela. Alors, professeur Souleymane Gomis, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas aussi faire un break avec les programmes scolaires? Est-ce que ça ne constitue pas un frein? On a comme l'impression que ce sont les mêmes programmes qui reviennent au XXIe siècle. Est-ce qu'il n'est pas temps d'adapter les programmes aux réalités socio-culturelles? Vous avez parfaitement raison, Binta. C'est une grande question, d'ailleurs, que nous avons débattue lors d'un atelier. C'est comment rendre adéquats les programmes et les besoins des populations sénégalaises et également les attentes de nos élèves. Vous savez, quelquefois, nous, enseignants, nous avons même l'impression qu'aujourd'hui, dans certains niveaux, les programmes sont en déphasage avec les attentes des élèves. Ce n'est pas que les élèves ne sont pas intelligents ou qu'ils ne maîtrisent pas facilement, mais parce que ce qu'ils attendent est au-dessus de ce qu'on leur donne. Et donc, ce qu'on leur donne ne les intéresse plus. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent d'autres choses beaucoup plus en adéquation avec le monde actuel, ce qui serait en phase avec leurs problèmes d'aujourd'hui, que de leur enseigner des choses qui ne sont plus en phase avec leurs problèmes d'aujourd'hui. Absolument. Or, nous avons tendance à croire que l'enseignement classique, quelquefois, est utile parce qu'il faut une base, comme disent les anciens. Il faut avoir une base solide. C'est vrai. Mais il y a quand même une réflexion amenée au niveau programmatique. Et je voudrais dire à ce niveau, en géographie, en sciences de la terre sciences de la vie et de la terre, et dans les autres matières, il faudrait que les gens actualisent les connaissances et interrogent les bénéficiaires de ces connaissances pour au moins être en phase avec la modernité et enseigner des choses qui vont avec ce que les jeunes attendent aujourd'hui d'eux. Et également, ce que la société attend de l'école. Parce qu'on ne peut pas enseigner des choses qui ne serviront à rien. Pour une société qui a des besoins pressants, il faut enseigner des choses actuelles, des choses dont la société a vraiment besoin aujourd'hui. Donc cela veut dire qu'il faut réformer les programmes. Absolument. Naturellement, il faut réformer les programmes. Et il faut avoir. Donc, pour dire à Gary, les réformes sont nécessaires. Même s'il parle de perméabilité du système par rapport aux réformes, moi je pense que les réformes sont nécessaires, c'est-à-dire les réformes se font en fonction des besoins exprimés par les populations. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, la mise en application de ces réformes, c'est ce qui pose problème. Absolument. C'est-à-dire le problème, tout le vrai problème du Sénégal, c'est comment mettre en application une réforme. Les plus résistants à des réformes, c'est d'abord même les enseignants eux-mêmes. Ils sont très bons en réflexion pour mettre en place des réformes, mais ils sont très résistants aux réformes. Je ne comprends pas parfois pourquoi. Professeur Ngari Faye, est-ce qu'il faut réformer les programmes scolaires? Bon, sur cette question, je crois que les programmes et les méthodes vont de pair. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que nous, parfois, les contenus des programmes sont pratiquement statiques depuis des années. Absolument. Or, les méthodes changent. C'est ça la question de fond. Les méthodes d'enseignement changent et les contenus à peu près ne bougent pas. Moi, je reste persuadé qu'un système éducatif fonctionne comme une entreprise. Si on prend le BTP, par exemple, le bâtiment, aujourd'hui, il y a des éléments sur le bâtiment qui, depuis Mathusalem jusqu'à présent, resteront les mêmes. C'est la fondation du bâtiment. Il faut du fer, il faut du béton.
il faut du ciment. Ça, dans tous les pays du monde, ça restera. C'est un peu comme les premières années de l'école élémentaire. La maîtrise de la lecture et des principes mathématiques. Ces choses-là, je crois que deviennent fondamentales pour une bonne éducation. Et ça, depuis le préscolaire. Maintenant, vous voyez que les murs qui étaient pendant des années en béton armé, en briques, aujourd'hui ont changé. C'est avec du verre que les gens se construisent. L'école devrait aussi s'inspirer de cette dynamique. Aujourd'hui, quand des besoins du 21e siècle, dans un monde où l'informatique, vous voyez, le numérique est l'économie numéro 1, il y a des réformes nécessairement à faire en termes de contenu. Mais aussi, pas simplement en termes de bourrage. Parfois, nos programmes sont démentiels. Or, l'enfant n'a pas besoin de cela. Il a besoin juste d'éléments élémentaires qu'il comprend, qu'il structure pour pouvoir réinvestir dans le complexe. Mais si nous commençons notre enseignement par le complexe, qui est déjà compliqué parce que nous utilisons une langue que nous ne parlons pas à la maison, notamment le français. Oui. Quand un élève ne comprend pas et ne structure pas, c'est aussi tous les débats actuels, vous voyez, est prégnant de la langue d'enseignement, qui nous paraissent extrêmement importantes pour nous permettre d'aller plus vite. Absolument. Ce que veut dire, professeur Gomis, que les élèves sont souvent surchargés et les systèmes d'évaluation également des élèves, ça pose problème. On a entendu ce matin sur RFM Saourou Sène dire qu'on a donné à un enseignant 500 copies pour lui dire de rendre ses copies en l'espace de 3 jours. Ça également, c'est peut-être sacrifier quelque part l'élève. Un enseignant, comment est-ce qu'il peut corriger 500 copies en 2 jours? Alors, je commencerai par apporter un démenti sur le système d'évaluation dont parle le syndicaliste. Ça fait bientôt 15 ans que je préside les jurys de baccalauréat au Sénégal. Et j'ai jamais entendu ou vu un enseignant corriger 500 copies en l'espace de 3 jours au baccalauréat. C'est vraiment, je ne sais pas dans quel pays M. Sène a trouvé cela et dans quel centre il faut des éléments de preuve pour affirmer cela. Vous savez, c'est trop facile d'influencer les opinions en disant certaines choses également à travers les médias. Parce que cela crée une brouille dans la tête des parents d'élèves en disant peut-être que mon enfant a été saqué par un enseignant. Oui. Et c'est inadmissible. Monsieur Sène est un enseignant. C'est inadmissible. J'ai dirigé le SAES section lettres, CESTI et BAD. En termes de syndicalisme, je suis un syndicaliste également. Donc on ne m'apprend rien dans ce domaine-là. Il est inadmissible également, en tant que syndicaliste responsable, de dire de pareilles choses à travers les médias. Je ne l'accepte pas. J'en viens à la correction, l'évaluation. Vous savez, la docimologie est une discipline. C'est-à-dire, la docimologie, c'est la discipline d'évaluation. Et ça s'apprend. Avant même de corriger, le correcteur va en concertation avec d'autres correcteurs, sous la supervision de ce qu'on appelle des seniors de la correction. Par exemple, M. Ngari Faye, qui est inspecteur, qui a enseigné, qui sait comment on corrige, comment on fait les choses, pilote, par exemple, ce qu'on appelle la supervision de la concertation en matière de correction. Ce qui fait que les correcteurs ont une grille qu'on appelle la grille de correction, qu'on applique à l'ensemble des copies. Donc, moi, je pense que quand on est adulte et qu'on doit s'exprimer à travers les médias, il faut qu'on prenne toutes les responsabilités qui s'y à cela. Alors, pour ce qui est de... je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez... Les élèves sont surchargés. Les élèves sont surchargés en matière d'enseignement. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut réexaminer ensemble. Mais la surcharge de travail dont on parle, mais dans certains pays, il y en a qui font plus que nous. Il faut le reconnaître, hein. Dans d'autres pays, les gens travaillent beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, ils ont plus de matière. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Maintenant, si au Sénégal, on estime que ce qui est enseigné à tel niveau est au-delà de ce que l'élève peut apprendre, mais ensemble, en tant qu'acteur du système éducatif, on peut revoir à la baisse,
ou à l'équilibre, ce qu'il faut faire. Mais je ne pense pas que ce que nous faisons, parce que moi j'ai parcouru tous les manuels de l'élémentaire. Je viens de publier un article sur les manuels scolaires, mais je n'ai pas vu, par exemple, au niveau de l'école élémentaire, ce qui pourrait paraître comme une surcharge de travail. Voilà. Mais au secondaire, quand même. Au secondaire, peut-être, parce que je n'ai pas travaillé là-dessus. Beaucoup de leçons à apprendre, des fascicules à parceriser, tout ça, quand même. En fait, l'école n'est plus seulement l'école n'est plus celle de l'école du parkerisme, en fait. L'école a évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le développement donc de l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension par soi-même, pour mieux expliquer ce que l'on a appris. Absolument. Voilà. Donc, on n'est plus dans l'emmagasinement des connaissances pour les rebâcher après. Non, on est dans ce qu'on appelle l'intelligence académique. Oui. Ngari Faye, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parvenir à un système éducatif performant si chaque année, le quantum horaire n'est presque pas respecté à cause de la grève, des grèves récurrentes convoquées par les enseignants? Bon, c'est un peu un élément extrêmement important, l'apaisement du climat social. Et depuis des années, on travaille à apaiser le climat social. Mais il est très instable. C'est vrai qu'on ne veut pas d'une école, comme l'a dit le professeur Gomis, d'une école stable à tout point de vue. L'école, c'est le creuset de la réflexion, de la revendication, parce que c'est ça qui fait pousser l'école. Absolument. Mais jusqu'à quelle limite? C'est ça, surtout l'école publique, l'école de la République. Pour l'essentiel, moi j'estime que malgré les efforts faits, les conditions de motivation et d'engagement des enseignants restent encore une préoccupation. Et pourtant, l'État fait beaucoup. Et sur cette question, on ne peut pas avoir une réflexion en termes de solutions innovantes par rapport à cette question. Et qui ne doit pas être seulement l'affaire de l'État. Ce que nous constatons, c'est que quand il y a une grève, tout le monde est au chevet de l'école pour trouver des solutions. Quand on lève le mot d'ordre, chacun retombe dans sa situation confortable. Moi, j'estime que cette question de l'apaisement du climat social, c'est une affaire qui nous interpelle nous tous. En particulier les hommes des médias. Nous y sommes tous les jours. Vous voyez, en particulier, oui. Je crois que cette forme positive d'appréhender les problèmes devrait contribuer à apaiser le climat social. L'implication de la communauté, mais surtout du secteur privé, en termes aussi d'une école de la République, pour dire qu'aujourd'hui, toute personne doit quelque chose à l'école de la République. Si ensemble, parce que aussi les syndicalistes, c'est des parents d'élèves. Absolument. Mais je crois que si on réfléchit, il y a la possibilité aujourd'hui de trouver un pacte de stabilité avec l'école. Mais ça ne peut pas être seulement l'affaire du ministère de l'Éducation nationale, l'affaire de l'État. Il faut que ce soit l'affaire du Sénégalais. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes tous engagés, nous avons une part de responsabilité dans cette stabilité de l'école, professeur Gomis, mais il va falloir également que l'État respecte ses engagements vis-à-vis des syndicalistes, vis-à-vis à ce qu'ils ont eu à signer comme accord à respecter, des accords réalisables, c'est ce qu'ils avaient promis. Et comme je disais tout à l'heure, puisque je ne détiens pas d'informations sur la réalisation effective de ce qui a été promis, je vais éviter de me prononcer sur cet aspect des choses. Si toutefois que vous signez un engagement, le conseil que je donne, c'est de le respecter. Que ce soit au niveau État, au niveau individuel, au niveau syndical ou quel que soit le niveau, il faut respecter ses engagements. Absolument. C'est important. Alors maintenant, il y a quand même une chose qu'il faut dire. L'école, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de mouvement d'humeur toute l'année que l'école va très bien. Non, l'école va au rythme de la société. La société sénégalaise va-t-elle très bien? À mon avis, non plus. Non, pas vraiment. Même si on dit qu'on a la paix. Effectivement, l'école est à l'image de sa société. Notre école est à l'image de la société. Il faudrait que chacun, à son niveau d'abord individuel, communautaire et collectif, puisse regarder ce qu'il peut apporter à notre école.
Et c'est ce que disait M. Faye tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne faudrait pas, pendant l'accalmie, baisser les bras. Il faut que les réflexions continuent à des niveaux beaucoup plus fins, c'est-à-dire dans des familles, dans les syndicats, dans les structures, établissements scolaires et dans les appareils d'État, en associant tous les acteurs. Souvent, il y a un acteur fondamental qu'on met de côté, le parent d'élève. Les Sénégalais font comme si le parent d'élève n'était pas quelqu'un d'instruit. Oui. Et c'est incroyable dans ce pays qu'on convoque parfois des réunions, et on fait comme si les parents d'élèves, il faut juste les informer. Ce n'est pas vrai. C'est inadmissible. Les parents d'élèves sont des acteurs instruits comme vous et moi. Il faut les associer à toutes les discussions du début à la fin. Parce que ça concerne leur enfant, ça concerne l'élève de la nation. Alors, Ngari Faye, avant l'école publique, on l'a dit au cours de cette émission, était un ascenseur social, mais au vu de ce qui s'est passé, on a quand même constaté que le système éducatif a réussi également à créer des inégalités sociales profondes. Est-ce qu'au fil du temps, on ne risque pas d'avoir les filles d'eux ou les fils d'eux au même poste de responsabilité? Bon, je suis plus optimiste que ce constat. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui performent de l'école, si on faisait la cartographie, ce n'est pas seulement des fils de personnes aisées. Nous sommes aujourd'hui autour de la table. Nous venons des villages pour lesquels peut-être il était difficile d'assurer les 3 repas. Si nous sommes là devant vous, c'est grâce à l'école publique. Et moi, je parle au fil du temps. Au fil du temps aussi, vous voyez, l'école publique nous apporte beaucoup de satisfaction. Parce que vous avez vu le concours général. Pour l'essentiel, les lycées qui émergent, si vous regardez le bac, c'est aussi des écoles publiques. Le privé joue un rôle extrêmement important. Mais le problème aussi qu'il faut voir ici, c'est que dans ce privé-là, le public joue un rôle extrêmement important tout aussi, parce que c'est parfois des enseignants du public qui sont dans le privé, pour une bonne part. Donc c'est pour dire que l'école, c'est l'école de la République. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes face à un problème. Mais l'école restera toujours un moyen de promotion sociale. Absolument. Et à tous les niveaux. L'objectif sera de dire comment faire pour permettre au maximum d'élèves qui entrent à l'école de réussir dans des temps raisonnables et que ceux qui ont des difficultés soient pris en charge pour pouvoir réussir. Oui. Je crois que c'est ça le défi, mais l'école reste, à mon avis, encore se comporte très bien. Il faut améliorer. Très optimiste parce qu'on peut le réussir. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire, le professeur Gomis, pour que l'école publique ne creuse pas davantage les inégalités sociales? Alors, malheureusement, ce n'est pas à la télé, c'est à la radio, mais j'ai travaillé là-dessus sur les inégalités d'accès à la formation. Au risque de surprendre, l'école ne crée pas des inégalités. Il faut que les gens... Qu'est-ce qui crée alors les inégalités? Mais les inégalités sociales existent déjà dans la société. Il ne faudrait pas que les gens finissent par croire que c'est l'école qui crée le fossé entre les personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'école qui fait ça. Mais quand on a une mauvaise formation, cela impacte de façon négative sur la carrière de Oui, Binta, je vais vous dire, l'école, au contraire, sa mission première, sa vocation, c'est vraiment d'équilibrer, d'effacer les inégalités. Et l'école républicaine n'a pas pour vocation de différencier les apprenants. Non. Elle a pour vocation d'unifier, d'accompagner tout le monde, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe, quelles que soient ses croyances, peu importe. Alors, les gens ont fini par croire que c'est l'école qui crée le fossé entre les personnes. Alors, je vais vous dire, rapidement. Oui, ce qui crée des fossés, c'est d'abord nous-mêmes entre nous, depuis la société. Ceux qui ont les moyens financiers et matériels investissent énormément sur la carrière de leurs enfants dans des filières porteuses.
Ceux qui n'ont pas les moyens ne le font pas. Et quand je dis moyens, c'est pas seulement les moyens financiers. Il y a aussi les moyens intellectuels. Oui. L'école que paye Binta aujourd'hui à son enfant, parce que Binta a compris que cette école est bien cotée. Le paysan ou l'éleveur du Fouta, mais il ne connaît pas cette école. Il n'a pas possibilité d'accéder à cette école. Donc, voilà, c'est ce qui fait que nous parlions tout tantôt d'inégalité sociale profonde. Merci en tout cas à nos invités, M. Ngari Faye, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale, ancien inspecteur d'académie, et M. Souleymane Gomis, professeur de sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci.